Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Et c'est un Gérard Collard en pleine forme pour ses coups de cœur des libraires du dimanche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour Gérard. Bonjour, super maquillé. Super maquillé. Non, tout va bien, Non, tout va bien. Alors, plein de choses. Ouais. Allez dans les librairies, commencez à acheter vos cadeaux de Noël, parce que c'est vrai que ça va arriver vite maintenant. Ouais. Hein. On est, quasiment... Et les tirages sont pas forcément aussi importants que dans Absolument. le temps, donc vous ne vous dites pas, j'ai encore, bah non. Puis c'est tellement plus agréable quand il y a un peu moins de monde et de demander conseil. Absolument. Et demandez conseil à vos libraires et n'achetez pas sur Internet. Non. Alors, vous avez lu quoi cette semaine, Gérard ? Alors, c'est ce que j'ai dit il y a quelque temps, si j'avais un livre cette année à emmener sur une île, ouais, ça serait ouais, c'est un peu... J'aime bien votre enthousiasme à chaque fois. Non, mais ça serait celui-là parce que je suis tombé de ma chaise. Alors, voilà. Ah, c'est un pavé. Hein. Oui, mais justement, l'auteur c'est Colm Bean. Alors lui, c'est un des plus grands écrivains romanciers irlandais. Il s'appelle Le Magicien et c'est chez Grasset. Et qui est ce magicien? Alors là, je vois les gens qui se tirent à grande vitesse. C'est Thomas Mann. Surtout qu'il ait eu le Nobel de littérature. Voilà, alors c'est Thomas Mann. Oui, mais enfin là, c'était un prix Nobel qu'il méritait. Alors pour les gens, Thomas Mann, souvent c'est la montagne magique, les Buddenbrook. Et alors là, ça, tout le monde, ça y est, là, ils s'en vont. Et c'est pas du tout ça. Si vous n'avez jamais lu Thomas Mann, ça n'a absolument aucune importance. C'est l'histoire d'un jeune garçon. Hein, ça se passe en Allemagne, au nord de l'Allemagne, dans une famille très bourgeoise d'entrepreneurs. Et lui, il est différent des autres. Hein. C'est-à-dire que lui, il adore écrire, il adore faire des poèmes. Et puis il a un problème aussi, c'est que on veut le marier, mais il aime bien les garçons. Hein. Donc c'est le côté conservateur, il ose pas trop le dire. Il y a le côté caché comme ça, et c'est le début. Mais c'est un roman. En fait, c'est l'histoire d'un homme et d'une société et d'un pays. C'est-à-dire vous êtes pris dedans. Si vous saviez pas qu'il s'appelait Thomas Mann, c'est l'histoire d'un jeune homme qui veut réussir sa vie et qui a beaucoup de mal à y arriver, parce que toute sa famille est contre, sa société dans laquelle il vit est contre, et il va partir à Munich, et là commence le début de son aventure. Mais c'est une aventure absolument grandiose. Alors en plus c'est une famille ils sont tous célèbres. Hein. Mais alors il y en a pas un qui est normal, c'est-à-dire le frère. Enfin, vous redécouvrirez dans cette. C'est une super manière de découvrir cette famille et la littérature de cette époque. C'est vraiment un génie. Hein. Et c'est alors toutes ces, comme on dit, j'aime bien toutes ces failles, c'est-à-dire que sa faille fondamentale, c'est qu'il est homosexuel et il est marié, il a des enfants qui sont, je ne vous dis pas, ils sont tous géniaux, enfin ils sont tous intelligents, mais c'est entre la perversité, l'hypocrisie, l'ambition, voilà. Et puis arrive une chose, c'est Hitler, c'est le nazisme, et c'est la fuite de tous ces gens qui vont partir aux États-Unis. Alors c'est toute l'histoire à travers lui, c'est un peu toute l'histoire de tous ces juifs et des intellectuels qui doivent partir. C'est un portrait au quotidien en plus. C'est vraiment au quotidien. C'est pas. Sur les intellectuels qui ont été chassés. Absolument. Là, il va se retrouver dans un autre monde. Il est hyper célèbre parce qu'il a édité les Buddenbrook. Alors entre parenthèses, si vous voulez lire le premier, les Buddenbrook, c'est absolument fabuleux. C'est une grande saga. C'est un peu son histoire. C'est-à-dire que et là, c'est pour ça que ça va faire scandale parce que les gens se retrouvent à travers ce roman. Et puis alors, c'est les États-Unis. C'est c'est le choc il est dans un autre monde. Et puis c'est son retour aussi. C'est en fait toute l'Europe du début du siècle jusque les années 80. C'est absolument fabuleux. Alors surtout, par pitié, n'ayez pas peur. C'est-à-dire, c'est vraiment oublier qui est le type. Et vous allez rentrer dans l'histoire d'une famille. Voilà, d'une famille, d'un jeune homme, et qui va se battre. Et puis c'est ses doutes. Et puis il y a tout. Il y a de l'hypocrisie, de l'amour, de la passion, de la haine, de l'histoire. Ça vous fait découvrir le nazisme au quotidien, les États-Unis aussi à l'époque. Moi, j'ai commencé dedans. Et alors, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai une copine qui lit pas beaucoup, qui est très sympa et tout, et qui me dit... Même si elle lit pas, oui, on peut lire. Non, mais c'est pas une fan, quoi. Elle lit pas... Et elle me dit, j'ai lu un livre, mais alors, elle me dit, je l'ai commencé, je n'ai pas pu le lâcher. Alors, je lui dis, mais c'est quoi? Et elle me donne ce titre. Mais je dis, mais tu te rends compte de ce que c'est? Mais elle me dit, j'ai été époustouflé parce que... Et en plus, elle a voulu lire après... Thomas Mann et tout, parce qu'elle voulait savoir, parce que pour elle, Thomas Mann, c'était l'horreur, quoi. C'était l'université, les gens c'était entre soi, c'était. Puis bon, il y a Moravoniz, il y a des choses comme ça. Allez-y, c'est vraiment. La première phrase. Sa mère attendait là-haut pendant que les domestiques débarrassaient les invités de leurs manteaux, de leurs chapeaux, de leurs écharpes.
Voilà, voilà, c'est simple. Voilà, et il y a un côté Marcel Proust, parce qu'il est fasciné par sa mère qu'il n'aime pas forcément. Son père le méprise. Il a un frère, une tête à claque. Il va avoir des enfants. Moi, des enfants comme ça, là, il y a un moment, il faut l'euthanasie. Hein. Je ne devrais pas le dire, mais ceci dit, ce sont des gens. Il y a Klaus Mann, qui est un type absolument incroyable. Les sœurs sont. Les filles sont absolument incroyables. Allez-y, c'est vraiment, pour moi, c'est un des. Je vous dis, s'il y avait un des romans que je devais lire, emporté sur une île déserte, ça sera un de celui-là. Jusqu'au prochain. Oui, jusqu'au prochain. Mais celui-ci, en tout cas, on sent que vous l'avez aimé. Le Magicien. L'auteur s'appelle Cole Toybin, T-O-I-B-I-N, et c'est chez Grasset. Tout lire de Cole Toynbee. Oui. Alors, il avait publié, je me souviens, Le Maître, qui était un roman biographique d'Henry James. Et il avait écrit l'histoire de cette femme qui perd son mari, qui se retrouve en Irlande, et qui est un des plus beaux romans sur la solitude féminine. C'est vraiment... Alors, vous m'avez contaminé, Gérard. Hein. Vous m'avez contaminé parce que, vous savez que moi, l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, j'en ai un peu ras-le-bol, l'impression d'avoir déjà tout lu. Et je suis tombée sur ce livre de Jean-Christophe Buisson, Le Noir et le Brun, une histoire illustrée du fascisme et du nazisme, 1919-1946. Et j'avoue que j'ai été interpellée par ce livre parce que, justement, à cette époque où on mélange un petit peu tout, Mussolini, Hitler, ben lui, il est dans la subtilité, Jean-Christophe Buisson. C'est un livre extrêmement documenté, qui est écrit sous forme de journal. Vous voyez, c'est chronologique. Ce sont des dates, 11 juillet, 18 juillet, où il explique la montée du fascisme. Pourquoi Mussolini? Pourquoi l'Italie? C'est pourquoi les pays nordiques n'ont pas eu le même type de fascisme. Et puis des portraits de fascistes à travers le monde qu'on ne connaissait pas. Moi, j'en ai découvert un au Canada. C'est bien, vous n'êtes pas obligé de le lire du début à la fin. Non, pas du tout. Mais ça porte un regard extrêmement nuancé. C'est ce qu'il dit dans sa préface. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ça aide à faire la différence. Ça aide à comprendre comment le nazisme est né, comment le fascisme de Mussolini, qui n'est pas le même, est né. Et que c'est pas un hasard, et que le fascisme, c'est pas le nazisme, que c'est complètement différent. Ça ne vient pas de la même manière. Et puis ce type est un vrai historien. Et il a l'avantage, c'est qu'il est journaliste. Donc il allie la façon d'écrire, c'est-à-dire que c'est très facile à lire, très intéressant, c'est passionnant. Généralement, je suis assez opposé à ce genre de bouquin parce qu'on nous ressort à tous les Noëls, on nous fait le nazisme, des photos inédites, il n'y a rien dedans. Et là, je trouve que même c'est un des bouquins qu'on devrait donner à partir de 17-18 ans aux enfants et à la majorité des gens, parce que toutes les conneries qu'on dit en ce moment entre post-fascisme, post-nazisme, post-machin, alors que ces gens, ils savent même pas ce que c'est, que c'est l'espèce de caricature et l'idée toute faite. Et là, vous avez des personnages, et en plus, dans ces personnages que vous découvrez pourquoi ils sont devenus... Il n'y a pas de hasard, quoi. Quand on dit il y a des hasards, il y a Mosley, que peu de gens en France connaissent, et qui a été quand même quelqu'un d'important en Angleterre. Hein, donc, c'est pas des anecdotes. Toute la chronologie, depuis l'ascension jusqu'à la chute, pourquoi ces régimes se sont effondrés au-delà de la guerre, s'appelle Le Noir et le Brun, une histoire illustrée du fascisme et du nazisme, 1919-1946, c'est chez Perrin, et l'auteur c'est Jean-Christophe Buisson. Et l'iconographie est très bien faite. Très beau, très chouette. Un très joli livre. Et puis Christophe Bourseillet, alors là aussi c'est aussi chez Perrin, qui est vraiment un éditeur remarquable. Actuellement c'est un des meilleurs au niveau historique. Il l'appelait Monsieur Hitler, Christophe Bourseillet, qui est spécialiste, qui est un immense historien, pas hystérien, c'est intéressant comme il a écrit beaucoup de livres sur l'ultra-gauche et sur l'extrême droite. Et là, c'est l'histoire méconnue des nazis français. Et il l'appelait Monsieur Hitler. Ça montre bien cette proximité qu'il y a pu y avoir entre certains Français et le nazisme. On pense à Laval, à Doriot. Allez-y si vous aimez cette période. Et puis, c'est passionnant de savoir comment ça s'est passé en France. Et ce qui est caractéristique aussi du décalage des élites françaises à l'époque, c'est que même sans être fasciste, quand vous écoutez Daladier ou en Angleterre, on disait on a été voir Monsieur Hitler ou Monsieur le Champ. Il y a quand même un puis leur Bousseillet, moi j'adore ce type. C'est Mais c'est vrai que c'est intéressant dans le livre, c'est que c'est des gens qui ont semé la haine, ces Français. Ça n'a jamais été raconté à ma connaissance de cette manière. Donc il l'appelait Monsieur Hitler. Christophe Bourseillet, c'est chez Perrin, l'histoire méconnue des nazis français de
1920 à 1945. Faut oublier qu'on a été un grand peuple de résistants. Hein. Absolument, absolument. Et ben voilà, on marque une toute petite pause et on revient dans un instant avec la suite des coups de cœur des libraires sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Les coups de cœur des libraires avec Gérard Collard. Et puis, merci à vous, auditeurs de Sud Radio, qui êtes de plus en plus nombreux. 700 000 abonnés sur notre compte YouTube. Donc, vous pouvez réécouter toutes les émissions en podcast, évidemment. Et on est très, très, très content de ce chiffre de 700 000. Et ça ne fait que grimper. Voilà. Et nous, on est contents aussi parce que vous écoutez nos conseils. Voilà, nos conseils de lecture. Quels conseils juste 2 minutes. Hein, à la suite des livres dont on a parlé au niveau de l'histoire. Il y a un livre, ce type, je l'aime beaucoup, ça s'appelle... alors, il y en a 2. Il y a Pascal Boniface, ça s'appelle Géopolitique illustrée chez Erol. Et c'est vraiment synthétique, avec des cartes, c'est clair, c'est net et tout. Et viennent de faire paraître enfin, en version plutôt poche, Émilie Aubry, c'est les dessous des cartes, vous savez, chez Taillandier. Avant, c'était un truc énorme. Maintenant, c'est accessible. Vous pouvez le mettre chez vous, parce qu'avant, il fallait une suite royale, tellement c'était grand. Et là, c'est vraiment pour comprendre la situation actuelle. C'est 2 livres assez efficaces. Alors, il y a ce livre que je vous recommande, Gérard, vous qui aimez l'histoire, les épopées. Les enfants de la discorde, c'est l'histoire de l'homme qui vengea la Vendée. Jonathan Verber. Alors, Jonathan Verber, bon, il doit pas aimer qu'on le dise, mais c'est le fils de son père. On le dit quand même, dans la famille Verber, c'est le fils, et il a énormément de talent. C'est un livre qui c'est le récit d'une vengeance, une sorte de Monte Cristo. Alors j'ai vu le tweet qu'avait fait Bernard Verber en disant c'est en gros Apocalypse Now qui se déroule pendant la guerre de Vendée, mais c'est extrêmement bien fait. Il y a du suspense, il y a de l'histoire, et puis il est d'une précision parce qu'il a respecté vraiment l'histoire des guerres de Vendée, mais tout en le mettant, ce que vous aimez bien, vous Gérard, d'un point de vue quotidien. C'est-à-dire que ça se passe dans une famille, son père a été assassiné, sa mère a été arrêtée, et donc il a un soupçon et il n'aura de cesse que de venger cet affront. On oublie beaucoup la terreur, enfin l'abomination que ça a été pour les Vendéens, parce que là ça s'estompe un peu, mais pas que pour les Vendéens, mais particulièrement pour les Vendéens. Il y a eu des scènes d'horreur absolument monstrueuses, quoi. C'était toute la barbarie au nom de la République, qui en plus, les gens qui faisaient ces atrocités étaient bien loin d'être des républicains, et c'était surtout des arrivistes et des malades, hein, carrément. Mais pour arriver à cette vengeance, il est obligé de remonter le fil politique de la Révolution. C'est une bonne introduction. Hein. Non, c'est vraiment, vraiment bien, parce que c'est contemporain, c'est pas du tout... quand je dis contemporain, dans la façon, c'est un film, en fait. Vous avez l'impression de voir un film, vous voyez les images. Donc, décembre 1793, à Nantes. Donc, ça s'appelle Les Enfants de la Discorde. C'est chez Robert Laffont, et il s'appelle Jonathan Verber. Au niveau des couvertures, s'il pouvait arrêter de mettre tellement de trucs, on voit même plus le titre et l'auteur. C'est vrai, il y a un moment, il faut chercher, quoi. C'est un peu de... C'est vrai que c'est un peu... Cela dit, vous le voyez, hein. Cela dit, vous le voyez. Oui, ça, c'est ça. Dans la librairie. Alors qu'est-ce qu'on lit ? On continue. Alors là, je sais pas, on s'est pas donné le mot. Hein. Non. C'est un livre à la Manufacture du livre. Alors, je me suis dit encore un livre sur le thème. C'est Benoît Sévrac. Ça s'appelle Le tableau du peintre juif. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'un... Alors déjà, c'est un couple, hein, ça va pas très bien, hein, le couple. Ils ont un oncle et une tante qui vont mettre à l'EHPAD, enfin qui vont à l'EHPAD, et puis cet oncle et cette tante disent, venez choisir ce dont vous avez besoin, parce que nous, on n'a plus rien besoin. Il faut raconter que le grand-père de ce jeune homme était un résistant reconnu, il a participé à tous les réseaux de l'époque. Et donc là, il découvre un tableau. Et l'oncle lui dit, écoutez, ce tableau a été donné parce que ton grand-père a sauvé des Juifs pendant la guerre, il les a cachés dans son grenier, et en remerciement, on lui a donné ce tableau. Et alors sa femme va le faire expertiser, parce que alors sa femme, c'est le côté ça vaut combien, donc 100 000 euros. Mais lui, pas du tout. Lui, il se dit, c'est pour mes enfants, pour mes petits-enfants, je veux prouver, enfin, il veut absolument que ses grands-parents se soient sur la liste des justes, vous savez. Et donc il est d'une naïveté, pour ses grands-parents, il décide de contacter à Jérusalem le Centre international de la Shoah, Yad Vashem. Yad Vashem, qui sont ceux qui sont chargés d'établir
la véracité des récits, savoir ceux qui ont été réellement. Et c'est un des trucs d'intérêt du livre parce que je connaissais pas je savais pas comment ça se faisait. Donc il remplit un formulaire, tout. On l'invite à Jérusalem, il est avec son tableau et là, catastrophe. Alors qu'il pensait que on allait l'accueillir comme pour ainsi dire, on l'emprisonne et on découvre que le tableau a été volé. Et donc, les deux peintres, attention, parce que le peintre et sa femme. Alors en plus, il y a un truc très 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 intéressant, c'est qu'il y a ce jeune homme, et il y a aussi le parcours de ce couple, de ce peintre. Ouais. Elle n'est pas juive, lui il est juif. Et à Jérusalem, on décide, on lui dit, ces gens sont morts à telle date à Auschwitz. Et alors on reconnaît qu'il n'est pas voleur, qu'il n'est pas, mais bon, il doit partir de Jérusalem et il est complètement abasourdi et il décide de mener l'enquête. Il va remonter. Et alors là, le début, c'est un peu lent, mais une fois que vous êtes dans l'enquête, vous ne lâchez plus parce que vous avez découvert comment on faisait passer les gens en Espagne, comment, tous les réseaux russes. Et puis, c'est l'histoire de ce peintre. Et on veut savoir, mais qu'est-ce que... Il s'appelle le peintre et il a vraiment existé, en fait. Hein. Oui, il a existé. Donc, il est un peu méconnu, mais pour l'Israël, c'est un peintre important. Et vous allez être complètement captivé par cette recherche. Il va aller voir le seul résistant qui reste, qui a 96 ans, il va remonter et tout. Alors, donc, je vous dis pas parce que quelque part c'est un polar, hein, mais pour moi c'est à la fois un polar et un roman. Et une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Et c'est surtout une très belle portrait de l'époque, de ces gens. Puis, vous savez, le gris, le noir, est-ce que on en a profité? Est-ce qu'on n'en a pas profité? Est-ce que ces gens sont vraiment morts? Comment sont-ils morts et tout? C'est vraiment... il a un style en plus... bien au service de l'histoire. Moi, j'ai été complètement pris. Hein, donc, et Dieu sait si j'en ai lu sur le thème. Hein. Vous en avez, j'en ai lu. Un coup de cœur pour un livre audio, Shekeba Hashemi. Alors, elle est afghane, elle est arrivée en France en traversant les montagnes. Elle avait raconté son récit et ça paraît en livre audio. Et ce qui est très émouvant, c'est que c'est sa fille qui lit le livre. Donc, c'est très puissant. Moi, je dis aussi que ça permet de parler de l'Afghanistan. La semaine dernière, on a appris qu'il y avait une petite fille de 1 an, qui avait été vendue parce que ses parents n'avaient plus de quoi manger. Enfin, il y en a une, mais il y en a des dizaines. Et il y a une abomination qui se passe en Afghanistan. C'est un pays complètement oublié. Lisez le parcours de Shekeba Hashemi. Vous pouvez acheter son livre et surtout l'écouter parce que c'est un récit. Je vous dis encore une fois, le fait que ce soit sa fille qui le lise, c'est vraiment très très émouvant. Et pensez au livre audio. C'est une bonne manière, surtout là en période de vacances, vous êtes en voiture, plutôt que de mettre des jeux vidéo à vos enfants, vous mettez un livre audio. Ça s'appelle L'insolente de Kaboul, son livre. Voilà. Quoi d'autre? Juste, vous savez, j'adore cette collection. Alors, regardez-le sur podcast, parce que c'est une merveille d'illustration. Einstein aux éditions Nord-Sud. Alors, c'est la fameuse histoire de cette petite souris. On se rend compte que cette souris, c'est un peu grâce à elle que Einstein a découvert la loi de la relativité, qui a redécouvert l'univers tel qu'il était. C'est absolument une merveille. Là, vraiment, vous l'avez dans les mains. Ouais. C'est absolument somptueux. Alors ça s'adresse à quel âge? Ça marche à partir de 12 ans. Hein. Les gosses, ça cartonne à partir de 11 ans. C'est un livre d'aventure. C'est très très beau. Et pour moi, c'est un des plus belles... un des très beaux albums. Ah ouais, c'est vraiment... Il y a toute une série. Titre. Ça s'appelle Einstein, le fantastique voyage d'une souris dans l'espace-temps de Torben Kallman et chez Nord-Sud. Il y en a toute une collection. Vous allez voir, ils vont partir dans l'espace. En fait, la souris a été la première à aller dans l'espace et pas ce qu'on pensait. Ça, c'est à l'école des loisirs. Tu veux faire des heureux, alors écris-moi, Père Léon. Il y a tous les livres de Noël qui vont commencer à sortir. Celui-là, il est sympa parce que le Père Léon, il a ses 3 petits lutins qui viennent, qui rentrent par la cheminée, comme d'hab, et ils piquent la télé. Ils piquent la télé et puis ils prennent tous les jouets que les enfants n'utilisent pas. Donc les gamins, ils se retrouvent sans jouets. Donc ça les fait réfléchir un petit peu à ce qu'ils mettent de côté. C'est un joli album. Et sympa. Puis des villages pas comme les autres, c'est chez Hachette. Alors j'ai trouvé... J'adore visiter. Et alors ça, c'est vraiment... C'est 60 villages complètement étonnants, assez incroyables, magnifiques. On a des merveilles en France. C'est le temps d'un week-end. Et ce qui est plutôt bien, c'est que vous avez des conseils, des adresses pour profiter, par exemple, de Château-Chalon. Il y a une chambre d'hôte, il y a la fromagerie. Donc c'est vraiment un livre sympa pour découvrir la France autrement et ses villages
qu'on ne connaît pas. Il y a vraiment, ils disent effectivement, sortez du Luberon et des choses où on va d'habitude. Très beau, mais il y a plein de villages à découvrir. C'est chez Hachette, des villages pas comme les autres, très très beaux. Allez en Bretagne, vous allez voir, c'est extraordinaire. Non, pas la Bretagne, il fait froid. La Bretagne, c'est merveilleux. Alors, un polar extra. J'ai encore du temps Très vite. Pas beaucoup. Alors ça m'embête. Vous le ferez la semaine prochaine. Ouais, je veux dire. Voilà. Bon, on s'arrête là. Merci Gérard. Merci à vous. Et n'oubliez pas, lire, ça vous rend heureux. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine.